Donc une annonce a été faite hier dans une conférence de presse de la NASA TV qui correspond à la fois à un article dans Nature Géosciences qui va sortir précisément en même temps et aussi un résumé qui a été proposé donc dans le cadre de ce congrès concernant donc ce que je pense être le sujet du point presse qui est la surface de Mars et des traces d'écoulement d'eau liquide, d'eau particulière, de saumure à la surface de Mars. Voilà. Je sais que c'est une question que tout le monde se pose. De quel type d'eau on parle? On parle de flowing water, mais on sait bien qu'il y a des sels minéraux dedans. Ce n'est pas vraiment de l'eau comme celle qu'on a ici sur la Terre. Je pense que les gens se posent des questions par rapport à ça. Oui, non, enfin, c'est pas de l'eau pure comme les rivières qu'on peut avoir sur Terre, ce serait de l'eau salée. Pourquoi de l'eau salée? Tout simplement parce que l'eau pure liquide sur Mars, c'est pas stable. Pour avoir de l'eau pure stable, il faut certaines conditions de température et de pression. Donc de température en dessous de 0 degré pour pas que ça gèle, et enfin au-dessus de 0 degré, et en dessous de 100 degrés pour pas que ça s'évapore, et aussi les bonnes conditions de pression. Donc sur Terre, on a une pression beaucoup plus basse sur Mars que sur Terre, donc l'eau pure liquide n'est pas stable. Par contre, si on rajoute du sel, on a le même effet que quand on met du sel sur les routes gelées l'hiver. En fait, on diminue la température à laquelle la glace va fondre, et donc l'eau va être plus stable à plus basse température et à des pressions dans des conditions différentes en fait. Donc c'est pas de l'eau pure, c'est de l'eau salée, qui serait même très salée, puisque l'hypothèse de formation qui est privilégiée pour l'instant, ce serait que les sels qui sont en surface absorbent l'humidité atmosphérique, en fait, enfin l'humidité de l'air, et se liquéfient. Donc c'est ce qu'on appelle la déliquescence. Donc ce serait vraiment une solution très saturée en sel. Yeah, if I may ask a question in English, but perhaps you might prefer to answer in French, that's absolutely fine. I wanted to ask Dr. Mangold about on-site verification of these sort of results. I mean, the Americans in suits in Washington spoke very excitedly about going and discovering things at these RSLs, but of course they're not accessible from a rover. So I wondered, would your ChemCam instrument be able to do ground truth on something like this if, for instance, and again, the men in suits got excited about maybe there are lineae at the Mountain Sharp, what they call Mount Sharp, that they think might be accessible by the rover, but again, the slopes would be ridiculous. So can ChemCam do this sort of ground truth, and could it do it at a reasonable distance? In other words, if it's a standoff of many meters, maybe 100 meters, can you do anything? So it's absolutely true that having in situ observation of these lineae is very difficult with a rover, because they all occur at very steep slopes and 30 degrees typically, and the rover is unable to climb such a slope. So with Curiosity, it has been shown that maybe a few lineae exist in the Gale crater. It's still debated if they are really linear as the same type with perchlorate, because those do not show the perchlorate with orbital data, but while Curiosity has found perchlorate in soil, so it's possible that it occurs there. So now with ChemCam has an ability of shooting material at 7, 8, 9 meters at maximum. So it's not enough to be able to shoot at linear from a distance which would be at the bottom of the slope of typically 100 meters. So we cannot do that. We may be able to do that with the rover 2020, because on 2020 we have other ability like a Raman and an infrared spectrometer, where with 100 meters you can do something and have measurements. So that's possible with the rover 2020. On the other case, is it the best place to go for looking for the sounds we are doing with Curiosity rover or for rover 2020? It's not sure, because
We are looking for past life and water in sediments, so aqueous sediments deposited, and it's a completely different type of research. And we think it's still the main interest of Mars, going to past rocks and looking for life, past life in these rocks. So looking for life in current Mars in this RSL would probably need a specific mission with another style of mechanism. I don't know what rover or something like this. Yeah. Depuis hier, donc avec l'annonce de la NASA, vous avez vu tout l'engouement que ça provoquait chez les gens. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment une si bonne nouvelle que ça? Ce qui est intéressant là, c'est le fait d'avoir de l'eau liquide, enfin de l'eau liquide, même si c'est pas de l'eau pure, c'est pas de l'eau potable, pour rebondir sur ce qui a été dit avant, de l'eau liquide, donc un écoulement en tout cas qui se passe dans les dernières années. Jusqu'à très longtemps, avec les dernières sondes, on est à peu près sûr qu'il y a eu de l'eau sur Mars en très grande quantité, peut-être des océans même au tout début de l'histoire de Mars. Donc là, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ces observations qui nous montrent que même en ce moment, il peut y avoir de manière très temporaire de l'eau liquide qui coule à la surface. Et comme l'a dit Marion, c'est de l'eau extrêmement salée avec des perchlorates. C'est pas de l'eau qu'on aimerait boire et c'est pas de l'eau dans laquelle les formes de vie humaines sont amenées à se développer de manière facile. Il faudrait plutôt aller sur des bactéries extrémophiles. Enfin, c'est vraiment un milieu qui n'est pas très propice à l'émergence de la vie. Donc il y a bien une observation qui est intéressante, le fait qu'on a ces phénomènes actuels. Il y a une observation, c'est très technique, mais de spectroscopie qui nous montre qu'à cet endroit-là, il y a des signatures de sel, donc ce qui nous permet de comprendre ce processus. De là à dire que ça y est, on va pouvoir aller sur Mars et y survivre grâce à ces RSL, bon, c'est un peu... voilà, on n'est pas si optimiste que ça, évidemment. On a entendu parler du risque de contamination dans le cas d'une future mission qui voudrait se concentrer sur les endroits où il y a des écoulements de ce type d'eau. Comment vous pouvez penser donc de mieux analyser ce liquide sans contaminer avec un rover terrestre? Alors il y a un organisme qui s'appelle la Planetary Protection, la protection planétaire, qui est dévouée à faire attention à ce que toutes les missions spatiales qui atterrissent sur Mars n'atterrissent pas dans les endroits où il y a de la glace ou de l'eau liquide, pour effectivement que les bactéries amenées par la Terre ne contaminent pas les sols. Donc cet organisme existe et fait très attention à ce que ça se produise, à ce que ça ne se produise pas. Et mais du coup, finalement, c'est complètement contradictoire avec l'idée d'aller dans des endroits intéressants pour y chercher de la vie, surtout s'il y a de l'eau liquide, voir aussi s'il y a de la glace, parce que la glace pouvant se réchauffer en contact d'une sonde peut aussi propager des bactéries dans le sol. Donc ça, c'est contradictoire. Et de toute façon, il va y avoir besoin de réfléchir à cette contradiction si un jour on veut envoyer un homme sur Mars, parce que de toute façon, nous, si on y va, on va contaminer Mars également. Donc c'est quelque chose qui est en réflexion dans les agences spatiales, qui est à différents stades de réflexion, je dirais. Je pense qu'à la NASA, ils sont assez avancés sur ces problèmes-là, mais ils sont un peu bloqués aussi par ces problèmes-là, parce que la protection planétaire met un petit peu des bâtons dans les roues parfois pour aller dans des sites d'atterrissage qui pourraient être vraiment intéressants pour les scientifiques. Donc cette contradiction est un vrai problème et il va falloir la résoudre pour pouvoir aller dans des endroits intéressants comme ça dans le futur. Peut-être pour rebondir là-dessus, ne serait-ce que d'être sûr que ce que l'on mesure avec un instrument qui arrive sur Mars est bien quelque chose de purement martien et non pas terrestre, ça n'est pas évident. Et au début, lorsque Curiosity est arrivé, les premiers prélèvements qui ont été faits dans une petite dune de sable, la technique c'est on fait un prélèvement, on touille un petit peu et puis on jette. On refait un prélèvement, on touille et on jette. Et c'est seulement le troisième prélèvement où on pense qu'on a à peu près nettoyé notre réceptacle que l'on va analyser avec les fours à l'intérieur du rover
en disant, bon là, a priori, il n'y a vraiment plus rien de terrestre qui reste dans notre échantillon, et donc là, on est sûr d'analyser du sol martien. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué, même si le robot a été stérilisé avant le lancement. Donc on fait ce protocole expérimental pour être sûr de ne pas analyser de la matière terrestre dans nos échantillons. Est-ce que vous pouvez réexpliquer un peu, simplement, comment vous avez découvert qu'il y avait de l'eau sous forme liquide, quel a été le processus, comment ça a marché? Alors déjà, on ne peut pas dire réellement que ce qu'on détecte, c'est l'eau liquide. En fait, ce qu'on détecte, c'est les sels qui restent une fois que cette saumure s'est évaporée. Donc voilà, déjà, ce n'est pas directement l'eau liquide. Après, c'est une détection qui date depuis assez longtemps, parce que finalement, ces écoulements, ils ont été découverts déjà en fin 2010-2011. Donc on avait vu avec les images à haute résolution ces écoulements sombres qui apparaissaient sur les pentes chauffées par le soleil tous les étés sur Mars. Au regard des différentes propriétés de ces écoulements, ça nous paraissait l'hypothèse qui nous paraissait le plus probable, c'était un liquide, mais on n'avait aucune détection de ce liquide. Là, avec cette détection, on ne voit pas le liquide, mais on verrait au moment où ces écoulements sont actifs, on voit l'apparition de ces perchlorates au niveau de ces écoulements, qui disparaissent ensuite et qui reviennent de manière saisonnière sur les écoulements. Ça va répondre à la question. If I may ask a question, it's a bit technical, and as I said, no problem with French in response, but there are two mechanisms that have been discussed for this water. One is an aquifer, which was spoken about a great deal by the people in Washington. But the scientists working on this paper seem to talk much more about deliquescence, about water coming from the sky and being absorbed by these salts. So can you say, do you have a preference for this? Do you have a strong view that it is deliquescence or it is water underground? Okay, yes, so the first hypothesis was frozen soil and some melting every summer, which can produce this flowing. The problem is you need a research mechanism for this frozen soil, and this is a problem with this hypothesis. The good thing with this hypothesis is it can explain some relatively important quantity of water, because it's a small flowing, but it's 5 meter width, but it can be 1 kilometer long, so it's not very important quantity of water, but it needs some water. And this is a problem with atmospheric origin, because if the origin of the water is atmosphere, there is not a lot of water in Martian atmosphere. So, and for that we just don't really resolve this problem. Do we have enough water in the atmosphere to produce this flowing? We have to work more about that, because it can be, you don't need a research mechanism for that, so it seems the most consistent hypothesis. But do we have enough water? It's still enigmatic. Je voulais justement rebondir sur cette question, sur cette réponse. Est-ce qu'il y aurait un autre type de liquide qui aurait des caractéristiques similaires à celles de l'eau, où on est vraiment sûr que dans ce mélange, il y a de l'eau? Je pense par exemple au méthane ou d'autres liquides. Disons que sur Mars, j'imagine que ce qui vous fait penser ça, c'est par exemple ce qu'on voit sur Titan, où on a plutôt des lacs de méthane, ce genre de choses. Sur Mars, on n'a pas vraiment besoin de faire intervenir ce genre de choses, puisqu'on est dans des conditions où, de manière temporaire, c'est pas absurde de faire couler de l'eau salée de manière temporaire. Donc, on a de la glace partout, on a de l'eau en fait. On n'a pas de l'eau liquide, mais de l'eau sur Mars, on en a sous forme de glace partout.
ce sera encore plus... disons que si on dit qu'il y a de l'eau sur Mars, ça peut paraître étrange pour plein de gens, mais d'impliquer un autre liquide, il n'y a pas vraiment de raison de le faire, quoi. Il y a pas... Just to follow up on that, I'm old enough to remember when everything on Mars could be explained by methane and carbon dioxide clathrates. Going back to this question of using a rover to study the suspected lineae on Mount Sharp, can you say enough? Do you know enough about the multispectral cameras aboard the MSL? Are there clever ways that this issue could be resolved, at least to some extent, using basically distance measurements, but specifically to answer questions like, is this water or is it methane or carbon dioxide or whatever? There is a multispectral instrument, which is also the panoramic camera, which is able to detect a very small hydrogen band in around 1 micron in wavelengths. But it's very difficult to do something with this band, especially when you are far away, because you will have the opacity of the atmosphere, the dust, and so they probably may try to do that. And we are doing that in the surrounding of the rover to analyze the hydration of local rocks, and that something works to detect something. But it will just say it's an hydroxyl band, so it means OH. And then what is it? It can be just hydrated mineral present there. We cannot know if it's perchlorates, and we cannot be sure if this is related due to liquid water or if it is just something which is in the rocks and correspond like clay minerals, like other minerals. We have a lot of sulfates, so it would be unsure with Curiosity rover that we can get this observation. So in the next rover, which is 2020, there will be an infrared spectrometer inside the SuperCam instrument, which is a kind of ChemCam, better version than ChemCam with other capabilities. And this one would be able to distinguish some more minerals from far away. So that would be, we would be able to do something with RSL in 2020. Is that a French instrument as well? It's a French-American instrument, which is SuperCam, and it's the same core team than ChemCam with more instruments like a Raman and an infrared spectrometer, which will be able to distinguish minerals at a distance, and not only in the vicinity of the rover like the LIPS, the ChemCam laser capability. Also to add on that, the spectral domain of SuperCam will be quite similar to the one that is used by the QUISM instrument on board the MRO, the one which made the discovery of the salts. So basically, if everything goes well, in 2020 we should have an instrument able to do the same kind of spectral measurements, but directly on ground, something that we cannot do now with the Curiosity instrument. Very useful. Very useful. Thank you. Bonjour, Sami Amadouche du Réseau international des écoles du futur. Dans la perspective de ce que vous venez de décrire sur les améliorations des outils de captation et du coup la précision et la dimension donc beaucoup plus large de capacité de collecte et du coup d'interprétation après de ces données, quelle est la perspective, quelle est l'étape dans cette perspective? C'est l'objectif, c'est plutôt un objectif sur la qualité en fait des données, ou est-ce que on essaie aussi de travailler dans cet axe-là sur une perception plus massive en fait de la planète? Est-ce que ça se conjugue, ou quelle est la priorité finalement dans tout ça? Une perception plus globale, voulez-vous dire, ou... Oui. À la perception globale, on l'a eu progressivement avec les différentes sondes. C'est un peu Mars Express a un peu entamé le bal avec toutes ces données. Maintenant, cet instrument, les deux instruments qui ont servi à l'étude dont il est question aujourd'hui sont des instruments qui regardent en détail des petites variations qui sont des variations saisonnières sur des micro-endroits sur Mars par rapport à ce qu'on regardait il y a quelques années. Donc la perception globale est toujours derrière la tête des gens, même quand ils regardent localement. On va regarder à plusieurs endroits localement. Et cette étude a aussi regardé à plein d'endroits pour voir si ce qu'on voyait à un endroit pouvait était un phénomène global. Donc tout ça est de toute façon toujours avec une réflexion globale.
Après, ce qui va se produire dans les prochaines années, c'est que certains rovers sont destinés à essayer de comprendre Mars dans son passé plus humide. Donc tout ce qui est relié au réseau de vallées anciens, aux argiles détectées dans les terrains très anciens. Ça, c'est plutôt les rovers comme Rover 2020, ExoMars, le rover européen, qui sont destinés à aller chercher la vie passée dans ces endroits-là. Et puis, il y a des zones intéressantes comme CRSL qui pourraient générer d'autres missions, comme ont été générées par exemple la mission Polar, Phoenix, qui était au départ Polar Lander, mais qui s'est atterri dans les zones polaires pour analyser la glace proche de la subsurface. Là, on a plus sur des occasions, des missions qui sont à des vocations plus locales, mais toujours pour des problèmes globaux. Mais là, le problème est plus l'actuel, disons les processus actuels à la surface de la planète. Donc on est un petit peu dans deux choses un peu différentes. Les RSL, c'est les processus actuels, l'éventualité de la vie actuelle, et d'avoir localement de l'eau liquide. Mais c'est de comprendre un petit peu l'environnement dans lequel on pourrait envoyer des hommes dans le futur. Donc ça fait partie d'une certaine logique. Alors que les rovers essayent de comprendre le paléoclimat, l'environnement ancien et l'évolution de la planète sur une échelle un petit peu différente. Can I put you three on the spot, if you'll excuse me, and ask you directly? There was a lot of talk on Twitter yesterday about hype is the English word, and the suggestion that too much was being said by people not associated directly with the work about aquifers and life and microbes and so on. Would any of you be willing to say what your attitude is to the way in which this was presented to the English-speaking media yesterday? Were you surprised at how much attention was given to it based on what we know about the development of the science of RSLs? Okay, I take it. So yes, I agree. It was a little bit too much for this kind of discovery. It's an interesting finding, which helps to understand an interesting mystery. But the mystery in question was a mystery for scientists, because we knew these landforms for 4 or 5 years without knowing exactly what it means on the surface of Mars. So it was interesting to look at this paper and understand what it means from a science point of view, and it's still true. Whether it says that it's flowing water is already some interpretation, which is probably the most logical, given the fact that perchlorates contain OH in the formula, so it's hydrated. And then climbing to life on Mars and aquifers is a step too much, I think, given the fact that we have no proof that it's related to aquifers. As Marion said, we need a replenishment of water at some point in this process. It's interesting that it's seasonal because summer temperature probably triggered this lineae. So all of that is interesting. Going to aquifers too much and going to life, given that perchlorates is a kind of very extreme medium for life and for bacteria, it's also a step a little bit too high that I would not have step on. But I think even in the team, Marion would agree that it was communicated in a little bit too much aggressive terms. But well, it's I don't know where it started. Maybe Marion want to tell. I think the good thing to remember is that science on Mars is ongoing. There's a lot of things going on in many different missions, and we have a lot of results. This one is very interesting. There are other results that are very interesting and not always communicated like this. I agree. And so in the future, there may be a new interest on new futures like the RSL, which may trigger interest for new missions or even for the man on Mars. So I think it's over communication, but it's still a very interesting discovery. Anyone else? No? Well,
I think after all that, you are free to go. But I think that's all worked out very well, and thanks to everybody for coming.